Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Très bien. Alors bon, on va commencer, on va pas prendre trop de retard. Alors donc écoutez, moi je suis très honorée d'être là. On m'a proposé une thématique qui est au cœur de ma pratique quotidienne. Je suis neuropsychologue, j'exerce à Casablanca et je travaille essentiellement avec des enfants, des adolescents et des adultes qui présentent des troubles du neurodéveloppement. Et donc, cette thématique-là est vraiment au cœur de ma pratique et donc je vais vous en parler aujourd'hui et on va essayer de petit à petit voir comment le développement cognitif a un impact sur les apprentissages et sur le développement des connaissances des enfants. Donc, on va faire un peut-être rapide tour d'auditoire, peut-être voir est-ce qu'il n'y a que des enseignants devant moi ou est-ce qu'il y a d'autres professions peut-être. Combien j'ai d'enseignants devant moi? Ok. Et pour les autres alors? Qui ne le sont pas? Inspecteur pédagogique, vous quatre? Ok. D'école? Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pardon? D'école aussi? Ok, très bien. Bon, on reste quand même dans l'enseignement. Il y a pas, j'ai pas de professionnel de la santé ou quelque chose comme ça. Non. Ok, très bien. Alors, donc, comme je vous ai dit, moi, je suis neuropsychologue. Et donc, avant de... Non, je vais peut-être faire passer ça. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une petite question. Qui a déjà entendu, ou peut-être même déjà dit, au sujet d'un élève, au sujet d'un étudiant, il n'écoute jamais, il oublie tout, il se précipite, il bouge trop. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, même en tant que neuropsychologue, il m'arrive de le dire. Et je sais qu'aussi à la maison, les parents le disent aussi de leurs enfants. Donc si je commence par ces phrases, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ce sont des remarques qu'on entend très souvent sur les élèves et également dans mon travail. Donc moi, comme je vous le disais, je suis neuropsychologue et donc je reçois des enfants qui présentent des difficultés d'attention, des difficultés de concentration, de mémoire, des difficultés scolaires et aussi de comportement. Et mon rôle à moi en tant que neuropsychologue, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne leur cerveau, notamment lorsqu'ils apprennent. Et c'est là où il y a un lien entre ce que je fais moi dans mon travail en tant que neuropsychologue et ce que vous, en tant qu'enseignant, vous allez faire. Et dans ce travail-là, vos remarques en tant qu'enseignant et même en tant que directeur d'établissement sont souvent essentielles parce qu'ils sont très révélateurs de certains symptômes que nous, en tant que neuropsychologues dans nos cabinets, on peut également retrouver. Et ce qui est important ici, peut-être déjà une première information qui me paraît essentielle, c'est d'avoir en tête que derrière un même comportement, on peut avoir plusieurs explications. C'est-à-dire que derrière un enfant qui n'écoute pas, derrière un enfant qui oublie, qui se précipite, il peut y avoir plusieurs explications et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Ce n'est pas toujours un manque de volonté, c'est simplement que des fois, il y a des compétences qui sont encore en train de se développer, qui sont en cours de développement et qui ne lui permettent pas toujours d'être attentif comme on le lui demande et comme on souhaiterait qu'il le soit, de retenir tout ce qu'on lui demande. Donc la question ici n'est pas toujours de se dire pourquoi cet élève il ne veut pas, pourquoi il ne fait pas ce qu'on attend de lui, vous en tant qu'enseignant ou même parents à la maison ou même nous des fois en consultation ou lorsque l'on réalise des évaluations, mais plutôt de se dire qu'est-ce qui est en train de se développer, qu'est-ce qui est encore en train de se développer chez cet enfant et qu'est-ce qui l'empêche de faire ce qu'on lui demande. Et quand je dis ce qu'on lui demande, c'est essentiellement vous aujourd'hui en tant qu'enseignant. Je vous vois prendre des photos, n'hésitez pas à la fin, je vous laisse mon mail et comme ça je pourrai vous envoyer la présentation sans problème. Hein. Comme ça vous êtes à 100% concentré avec moi. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais vous rappeler une idée essentielle. Pour apprendre, le cerveau ne s'appuie pas sur une seule capacité. Le cerveau, il mobilise plusieurs fonctions cognitives essentielles. Et à l'école, on en a 3 qui sont particulièrement essentielles, que les enfants mobilisent quotidiennement,
régulièrement, ce sont l'attention, la mémoire de travail et les fonctions exécutives. S'il y a peut-être trois fonctions cognitives à retenir, c'est vraiment ces trois types de fonctions cognitives qu'on va justement voir ensemble. Là, je vous ai mis des brèves définitions. Le but, c'est pas de vous faire un cours de neuropsychologie, hein, c'est pas le but, et je n'ai ni le temps ni l'opportunité ici de le faire, mais voilà, déjà d'apporter une première explication. Ces fonctions-là, elles travaillent en permanence ensemble, puisque c'est elles qui permettent à l'enfant de comprendre, de retenir, de s'organiser, et aussi de s'adapter aux attentes scolaires. Ça aussi, c'est extrêmement important. C'est ce qui va lui permettre de s'adapter à ce qu'on leur demande toute la journée en classe. Et pour mieux comprendre le fonctionnement, mais aussi leurs limites dans ce développement-là, ben, ça permet d'interpréter des fois certaines difficultés sous un autre regard. C'est de se dire que si l'enfant ne fait pas ce qu'on lui demande, si l'enfant ne fait pas correctement ce qu'on souhaite qu'il fasse, c'est qu'il y a certainement derrière une explication qui va certainement relever d'une de ces fonctions cognitives. Alors, on va imaginer un exemple très simple. Imaginez, vous donnez une consigne, vous êtes en classe, vous donnez une consigne aux élèves, vous leur dites, prenez une feuille, je vais aller sur une consigne très simple, hein, je ne vais pas aller sur quelque chose de très compliqué, prenez une feuille, prenez votre exercice et soulignez les verbes en bleu, admettons. Vous avez un enfant, on va l'appeler Yanis, il vous écoute, il vous regarde, et en fait, quelques secondes plus tard, soit il ne fait rien, soit il souligne les verbes mais en rouge. Donc là, on peut se dire, cet élève, là la phrase tombe, cet élève n'écoute pas, cet élève n'est pas concentré. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais vous avez donc tous déjà un Yanis dans votre classe, j'imagine, voire même peut-être plusieurs Yanis de plus en plus, je dirais même de Yanis dans votre classe. Et pour comprendre ce qui se passe dans ces situations, il faut clarifier déjà un premier point. Le premier point, c'est que quand on parle d'attention, on a souvent l'impression qu'il s'agit d'une fonction unique. Soit on a un élève qui est attentif, soit il ne l'est pas. Sauf qu'en fait, en réalité, les recherches en neuropsychologie sont très très claires, hein, depuis de très nombreuses années. L'attention n'est pas une fonction unique. Il ne s'agit pas juste d'être concentré ou de ne pas être concentré. Il existe en fait plusieurs mécanismes d'attention. Et pour dire les choses simplement, et sans encore une fois rentrer dans un cours de neuropsychologie, on va les résumer en trois types d'attention principale. On a l'attention soutenue, on a l'attention sélective et on a l'attention divisée. Et ces trois types d'attention sont constamment sollicités toute la journée par les élèves avec vous en classe. Alors, on va commencer avec l'attention soutenue. L'attention soutenue, c'est tout simplement, alors j'ai envie de dire, de soutenir, de maintenir son attention sur la durée. C'est de permettre à l'enfant de rester concentré sur une tâche du début jusqu'à la fin. Par exemple, ça va être demander à l'élève de rester engagé dans une activité pendant plusieurs minutes, parfois même plusieurs heures. C'est de demander à un élève de suivre une tâche longue et c'est demander à un élève, par exemple, de terminer un exercice sans se laisser disperser. Le défi ici, quand on sollicite l'attention soutenue, ce n'est pas uniquement de se focaliser sur la tâche qu'on leur demande, mais c'est vraiment de maintenir l'effort mental dans la durée. Le problème, c'est que cette capacité d'attention soutenue, elle est limitée. On ne peut pas, enfants et adultes, rester attentifs sur la durée de façon importante, de façon longue. Et chez les enfants, cette capacité, elle est, on va dire, efficace entre 10 à 20 minutes, pas plus. Donc, bien sûr, plus l'enfant est grand, et quand je parle de 10 à 20 minutes, c'est vraiment chez les enfants d'âge scolaire, entre 6 à 12 ans. Plus l'enfant est grand, plus il est capable, bien sûr, de rester concentré longtemps. On va aller vers plutôt les 20 minutes. Plus l'enfant est petit, 6 ans, 7 ans, la durée de sa concentration est de 10 minutes. Et donc, du coup, bien évidemment, ce type d'attention soutenue va également dépendre donc, de l'âge, de la tâche que vous allez lui demander, et puis de sa fatigue.
lui demander de se concentrer 20 minutes en fin de journée ou de lui demander de se concentrer 20 minutes en début de journée, l'efficacité ne sera pas la même. Donc la fatigue va également jouer et c'est pour ça que généralement, en tout cas de ce que je sais, les apprentissages importants se font généralement le matin lorsque l'enfant est censé, et je dis bien censé, être frais après une bonne nuit de sommeil. Donc ce qu'il faut ici retenir peut-être, c'est qu'un élève qui décroche, et je pense que ça va être mon leitmotiv, c'est vraiment la phrase que je vais répéter assez souvent aujourd'hui, un élève qui décroche, ce n'est pas qu'il manque de volonté, c'est que certainement il a atteint sa limite de ressources attentionnelles et que lui en demander plus, c'est aller au-delà de ce que son petit cerveau d'enfant, qui n'est pas encore mature, peut lui donner, peut lui permettre. Alors ensuite, on a un deuxième type d'attention qui est l'attention sélective. L'attention sélective, c'est ce qui nous permet de nous focaliser sur une tâche, sur une conversation, sur quelque chose, sans se laisser distraire par ce qui peut se passer autour de nous. Typiquement, là, quand j'ai commencé la conférence, il y a eu du bruit autour. Ça ne m'a pas, ou en tout cas ne vous a pas empêché quand même de rester concentré sur ce que j'étais en train de dire, en tout cas je l'espère. Et donc du coup ici, typiquement en classe, c'est lorsque l'on va demander à l'élève de rester concentré sur ce que dit l'enseignant, tout en écoutant, sans faire attention, sans se laisser distraire par le bruit environnement, par le bruit ambiant, par les mouvements qu'il peut y avoir aussi au sein de la classe, et par les conversations des camarades. Et ça, c'est donc là ce qu'on demande aux enfants pendant la classe, c'est de sélectionner une information sans se laisser distraire, tout en inhibant, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire attention à ce qui va se passer autour de nous. Et ça peut être à la fois auditif, le bruit, mais ça peut être aussi visuel. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve des fois dans des classes parfois bruyantes, malheureusement, où il y a beaucoup de bruit, ou des fois il y a aussi des classes qui peuvent des fois être un petit peu surchargées sur le plan visuel. Alors j'ai été élève, hein, donc moi-même je me souviens des classes où j'ai été, et je me souviens qu'il y avait quand même beaucoup d'affiches, beaucoup de posters, beaucoup de des frises avec des lettres et bon ça c'est peut-être les classes de CP. Et c'est des choses qui peuvent, chez un enfant, encore avec des ressources attentionnelles qui se développent, qui peut avoir des difficultés, donc à rester concentré sur ce que le prof, sur ce que l'enseignant va dire, et plutôt être attiré par autre chose, et donc louper ce que l'enseignant est en train de leur expliquer. Donc l'attention est particulièrement sensible à l'environnement, et ça c'est quelque chose qui peut avoir un impact, vous en tant qu'enseignant, lorsque vous allez donner un cours sur la nécessité d'essayer de limiter, on le verra un petit peu plus tard, de limiter peut-être les sources de distraction qui vont venir distraire ces enfants-là. Alors ensuite, on a un troisième type d'attention qui est l'attention divisée. L'attention divisée, c'est la capacité du cerveau à gérer plusieurs tâches en même temps, ou plutôt à répartir son attention sur plusieurs tâches en même temps. C'est typiquement quand un élève va devoir copier le tableau et en même temps copier une question au tableau sur son livre et sur son cahier et en même temps répondre à la question. C'est aussi lorsqu'on va lui demander d'écouter une explication tout en prenant des notes. Ça, en tout cas chez les collégiens, peut-être un petit peu moins pour les enfants en primaire, mais chez les collégiens, c'est quelque chose qu'on leur demande quotidiennement, de prendre des notes, d'écouter ce que dit l'enseignant et idéalement de comprendre en même temps ce que dit l'enseignant. Donc on a 3 choses en même temps, écouter, écrire et comprendre. Parfois même répondre déjà à la question. Donc là, l'enfant doit répartir son attention sur plusieurs tâches. Mais ce qu'il faut savoir, et ça pour moi c'est vraiment extrêmement important, c'est que le cerveau ne multitâche pas. Ça veut dire en fait que le cerveau ne peut pas, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, le cerveau ne peut pas faire 2 choses en même temps. Ce qu'on appelle les multitâches, de faire plusieurs choses en même temps, c'est en fait un basculement très rapide d'une tâche à une autre. C'est vraiment, quand on fait 2 choses en même temps, on ne les fait jamais simultanément en même temps, mais on va basculer très vite,
plus ou moins très vite en fonction de notre efficacité de cette attention divisée. Et donc, on va basculer très rapidement d'une tâche à une autre, et chaque basculement a un coût. Et plus cette attention divisée va être fragile ou immature chez l'enfant, plus ce basculement-là d'une tâche à une autre va être coûteux pour l'enfant et donc lui demander un effort supplémentaire. Et chez l'enfant dont les capacités attentionnelles sont encore immatures, ce basculement-là va être encore plus important pour lui, beaucoup plus que chez un adulte qui déjà a un cerveau complètement mature. L'objectif ici, ce n'est pas de dire qu'on leur demande trop à l'école, que l'école leur demande trop, ou que vous, enseignants, vous leur demandez trop, mais ici, l'intérêt, c'est plutôt de comprendre peut-être quelles sont les situations qui vont favoriser ou qui vont solliciter cette attention divisée et d'essayer autant que possible, dans certaines situations, dans certaines tâches, dans certains moments de la journée, de peut-être limiter cette sollicitation de l'attention en divisant, par exemple, certaines tâches. Ce qu'il faut garder en tête ici, c'est que l'attention est la porte d'entrée des apprentissages. Et que si cette porte d'entrée, elle est fermée, mais il n'y a pas grand-chose qui peut entrer. Et ce qu'il faut aussi retenir par rapport à l'attention, c'est qu'un élève, il peut être attentif. Et ça, ils en sont tout à fait capables, mais il ne peut pas être attentif en continu. Ça veut dire qu'on ne peut pas demander à un élève d'être concentré de la même manière, avec la même intensité, de 8h à midi. Et c'est pour ça aussi, je l'imagine bien, que dans les classes, il y a bien sûr différents types d'activités que vous allez proposer, que vous allez varier, qu'il y aura certaines tâches qui vont demander beaucoup d'attention, d'autres un petit peu moins, mais ça pourrait être intéressant aussi de le préciser à l'élève, de le préciser à l'enfant, parce que parfois certains enfants, moi je le vois en cabinet, ont l'impression qu'ils doivent être attentifs tout le temps de la même manière, ce qui n'est pas possible. Et donc peut-être, moi en séance, quand j'ai des enfants avec qui je travaille l'attention, où je vais beaucoup travailler la psychoéducation pour leur apprendre comment cette attention fonctionne, on a comme des petits panneaux avec des couleurs, où on va par exemple là lever le panneau rouge, où là il y a un niveau d'intensité d'attention qui va être très important. Après, pour une autre tâche, leur demander, on va passer à un petit panneau vert où là l'attention diminue, et petit à petit de leur demander eux-mêmes, alors à ton avis cette tâche, qu'est-ce qu'elle va solliciter comme niveau d'attention? Est-ce que c'est le niveau maximal? Est-ce que c'est le niveau modéré? Ou est-ce que c'est un niveau beaucoup plus bas? Et ce qui va leur permettre aussi donc de souffler un petit peu sur le plan attentionnel et de ne garder ce niveau d'intensité maximale que lorsque c'est réellement nécessaire. Alors, s'il y a, avec ma petite expérience de neuropsychologue, quelques petites recommandations clés que je pourrais peut-être formuler aujourd'hui, je dirais qu'il y en aurait 4 sur le domaine de l'attention. La première, c'est observer avec bienveillance. Alors je sais que ce mot bienveillance est un peu galvaudé, qu'on l'entend un petit peu partout, à tort et à travers, mais si on revient à la définition même du mot bienveillance, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Moi, quand je parle de bienveillance, c'est pas toujours évident déjà, parce que des fois en classe, vous avez 25, 30 élèves et que ce n'est pas toujours évident. Mais ce qui est important, quand je dis bienveillance, c'est de garder en tête que si certains élèves n'arrivent pas à faire ce que vous leur demandez, n'arrivent pas à aller au bout de la tâche que vous allez leur demander, c'est que certainement il y a quelque chose qui les bloque, qu'il y a quelque chose qui les empêche de faire ce que vous voulez. Parce qu'il y a rarement un élève ou un enfant qui se lève le matin et qui se dit « Allez, aujourd'hui, je vais m'opposer à ma maîtresse, je vais l'embêter, je ne vais pas me concentrer. » Ça arrive rarement. Et donc, dans ces cas-là, si l'enfant n'y arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose, malgré lui, qui l'empêche de faire ce qu'on lui demande, et donc d'essayer de comprendre, ou en tout cas d'observer quelles sont les tâches ou quelles sont les situations dans lesquelles il est en difficulté, et ensuite de peut-être le réorienter pour comprendre qu'est-ce qui empêche cet enfant-là d'avancer.
La deuxième chose qui me paraît important, c'est de réduire les distractions. Ça, je l'ai rapidement déjà évoqué. C'est vraiment d'essayer au maximum, autant que possible, et je sais que ce n'est pas toujours évident dans certaines classes ou dans certaines situations, mais c'est d'essayer au maximum de réduire les distractions, qu'elles soient auditives. Forcément, une classe bruyante, les enfants vont avoir beaucoup plus de mal à se concentrer par rapport à une classe beaucoup plus calme, et aussi de limiter les sources de distraction, que ce soit sur les murs ou que ce soit également sur les bureaux. Moi, je vois des fois, c'est des choses que je recommande aussi aux parents à la maison, quand l'enfant travaille, de travailler dans un environnement, on va dire, un peu vide visuellement, et vide aussi sur le bureau, de ne pas avoir 36 000 choses sur le bureau qui vont venir le distraire. Il voit la gomme, il va jouer avec, il voit un autre cahier qui n'a rien à voir avec l'exercice qu'il est en train de faire. Tout ça, c'est des choses qui vont venir le distraire. Ensuite, l'autre chose aussi qui rejoint donc l'attention plutôt divisée, c'est d'éviter les doubles tâches inutiles. Alors, il y aura forcément des tâches où vous allez leur demander de faire plusieurs choses en même temps, et plus l'enfant grandit, plus c'est inévitable, mais de peut-être essayer de repérer quelles seraient peut-être certaines tâches où on va éviter d'avoir ces tâches multiples. Typiquement, par exemple, quand vous allez donner une consigne ou une explication à un élève, de vous assurer d'abord que tous les élèves sont installés, que tous les élèves sont disponibles mentalement pour vous écouter avant de vous lancer dans une explication. Aussi, d'essayer d'éviter au maximum, surtout pour les plus jeunes, de demander aux élèves d'écouter et d'écrire en même temps, de peut-être donner la consigne et de leur laisser ensuite le temps d'écrire la consigne, quitte peut-être à la répéter une deuxième fois. Encore une fois, pas toujours, parce que parfois il n'y a pas le temps aussi, et que l'élève est grand et qu'il peut être capable de le faire, mais en tout cas de garder en tête, d'essayer vraiment de limiter ces doubles tâches. Et puis aussi, par rapport à l'attention soutenue, c'est d'essayer de fractionner les temps d'écoute, d'éviter peut-être de vous lancer dans une explication magistrale de 10, 15, 20 minutes, où vous êtes sûr que vous allez en tout cas perdre quelques-uns de vos élèves, mais plutôt de faire des petites explications, de vous arrêter, de vous assurer que les élèves ont bien compris, ont bien entendu d'abord et bien compris, avant de poursuivre et de continuer sur la suite de l'explication. Alors, je poursuis. Ensuite, on a une deuxième phrase qu'on entend souvent et qu'on a évoquée au tout début, c'est le fait des enfants qui se précipitent, des enfants qui vont répondre sans réfléchir ou avant de réfléchir. Et là, je vais vous parler deux fonctions cognitives qui sont extrêmement importantes là aussi pour les apprentissages, c'est les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, on va dire que c'est un petit peu le chef d'orchestre du cerveau, c'est ce qui permet aux enfants et même aux adultes, bien sûr, de coordonner nos pensées, nos actions pour atteindre un but, pour atteindre un objectif. Et on en répertorie 4. Si on doit on va résumer, on va dire les principales fonctions exécutives, on en a 4. Donc on a la planification, c'est ce qui nous permet de planifier une action. On a la flexibilité cognitive, c'est ce qui nous permet de nous adapter, d'ajuster notre comportement ou notre stratégie face à une situation nouvelle, face à un changement inattendu. C'est ce qu'on peut appeler la souplesse cognitive. Et puis on va avoir l'inhibition qui nous permet de freiner ou d'arrêter des impulsions, d'arrêter des comportements automatiques mais qui ne sont pas adaptés à la situation. Et puis on va avoir la mémoire de travail qui est une capacité, et on va y revenir, à manipuler une information pendant qu'on est en train de faire une tâche. Alors, parmi ces 4 fonctions, il y en a une qui est particulièrement essentielle dans les apprentissages, c'est l'inhibition. L'inhibition, on peut considérer un petit peu que c'est une sorte de frein cognitif. C'est vraiment ce qui nous permet d'attendre, de tolérer le délai et d'être patient. C'est ce qui nous permet de réfléchir avant d'agir, c'est-à-dire que je vais prendre le temps d'analyser la situation avant d'agir, avant de répondre. Et c'est ce qui nous permet de nous arrêter à temps et donc de ne pas agir immédiatement par réflexe.
ça, cette fonction cognitive, donc en classe par exemple, ça va se manifester par des élèves qui vont parler sans lever la main, qui vont couper la parole, qui vont répondre aux questions avant même que vous ayez eu le temps de terminer la phrase. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une volonté de l'enfant de couper la parole. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'enfant ne se dit pas là tout de suite, je vais couper la parole à ma maîtresse ou à mon maître, mais plutôt c'est en fait ce frein cognitif qui n'est pas encore totalement mature et qui ne lui permet pas d'avoir un frein efficace qui va lui permettre de s'autocontrôler, de s'autoréguler pour prendre le temps avant d'eux. C'est vraiment ça le frein cognitif. Pourquoi ce frein cognitif n'est pas encore complètement développé et encore immature ? Parce que ce sont les fonctions exécutives, c'est des fonctions qui mettent beaucoup de temps avant de se développer. On a dans les fonctions cognitives le langage, on a la mémoire et on a les fonctions exécutives. Le langage, par exemple, il commence à se développer à partir de l'âge d'1 an, 2 ans. Les enfants émettent leurs premiers mots à partir d'1 an, 2 ans et commencent à se développer jusqu'à arriver à maturation, on va dire, vers un langage élaboré, mature, à partir de l'adolescence. Les fonctions exécutives, ce sont des fonctions exécutives qui déjà commencent leur développement beaucoup plus tard que le reste. C'est des fonctions exécutives qui commencent à se développer à partir de l'âge de 5 ans. Et donc, ce n'est qu'à partir de 5 ans que toutes ces fonctions exécutives qu'on a vues avant, toutes ces 4 fonctions exécutives, ce n'est qu'à partir de 5 ans, et ce n'est que le début, que l'enfant va pouvoir être capable de faire appel, d'être capable de planifier, d'être capable d'avoir un minimum de souplesse cognitive et d'être capable de freiner ses comportements. On a une activité intense, le développement de ces fonctions exécutives se développe de manière intense entre 5 ans et 12 ans. Mais ce développement perdure et continue jusqu'à l'âge adulte. C'est vraiment vers 20-25 ans que ces fonctions-là exécutives arrivent à maturation. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et donc du coup, des fois, certains enfants qui ont un frein cognitif qui n'est pas encore mature, c'est pas une attitude, c'est simplement un développement qui n'est pas encore fini. Et donc ça, c'est aussi important. Et quand je reviens à mon histoire de bienveillance, de peut-être se dire en classe, si cet élève me coupe la parole, encore une fois, et même moi, en tant que neuropsychologue, quand je suis en séance, quand j'ai un élève qui va des fois me couper la parole 5 fois, alors pour simplement donner une consigne, j'essaie de garder en tête que ce frein-là cognitif n'est pas encore arrivé à maturation, et c'est nous, en tant qu'adultes, nous, en tant qu'enseignants, professionnels et parents, qui allons les aider à développer ce frein cognitif. Donc ça, on l'a vu en classe, voilà, c'est des enfants qui vont répondre sans lever la main, couper la parole, agir trop vite, etc. Ça, on l'a déjà dit. Donc, conséquence sur l'enseignement et sur les capacités des enfants, c'est des enfants qui vont se précipiter et donc avoir des erreurs fréquentes d'inattention. Typiquement, vous leur demandez de faire une soustraction, et l'élève va très vite et il fait une addition. Le résultat est juste, mais ce n'est pas du tout ce que vous leur avez demandé. Et c'est des élèves aussi qui vont avoir une fatigabilité accrue, puisque prendre le temps de s'auto-réguler, ça demande un effort. Et donc cet effort-là, quand il est demandé tout au long de la journée, ou en tout cas une bonne partie de la journée, va venir accentuer cette fatigue. Et bien entendu, ça peut aussi avoir des répercussions sur les relations sociales ou les relations avec les pairs, voire avec les enseignants, parce que des fois, ça peut créer des conflits avec les camarades, de couper la parole constamment, de ne pas les laisser finir leurs phrases, et passer aussi des fois pour de l'insolence, alors qu'en fait, ce n'est pas de l'insolence, c'est simplement un cerveau qui est encore immature. C'est comme d'ailleurs pour le manque de flexibilité cognitive, donc le manque de souplesse cognitive, on entend souvent, en tout cas moi dans ma pratique, j'entends souvent des parents qui me disent « c'est un enfant qui est têtu, il n'écoute jamais, il veut jamais », ou alors des enfants qui vont répéter plusieurs fois les mêmes erreurs, alors qu'on leur a expliqué 10 fois
que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, et bien ce manque de flexibilité cognitive fait qu'on va avoir une répétition d'erreurs qui est la même et où on va entendre des parents dire que cet élève et cet enfant est têtu, alors qu'en fait il ne l'est pas, il a simplement une flexibilité cognitive, mentale qui n'est pas encore arrivée à maturation. Alors, quelques recommandations, là aussi, je reviens à mon observer avec bienveillance, hein, ça c'est quelque chose qui est cher à mes yeux, parce qu'il ne faut pas systématiquement interpréter l'impulsivité comme un manque de volonté ou comme un manque de respect. Elle peut traduire réellement une vraie difficulté à différer, à freiner une réponse immédiate. Autre recommandation aussi, c'est de laisser un temps pour réfléchir et d'accorder quelques secondes avant la réponse. Moi, souvent, par exemple, en rééducation, je dis même aux parents des fois, quand vous êtes à la maison et que vous allez poser une question à votre enfant, dites-lui, avant de répondre, compte dans ta tête 5 secondes, 3 secondes, en fonction de son niveau d'impulsivité ou de son âge, pour qu'ils apprennent petit à petit à acquérir un automatisme d'attendre avant de répondre. C'est des petites choses parfois très très simples, très basiques. Je dis pas que c'est ça qui va révolutionner les choses, mais déjà s'entraîner à attendre un petit peu avant de répondre, ça permet d'entraîner petit à petit ce frein cognitif. Et l'autre chose aussi, c'est de laisser un temps pour la relecture et pour l'autocorrection. Quand on a des enfants qui se précipitent et qui vont parfois rendre, par exemple, en évaluation ou quand vous allez donner un exercice à faire, qui vont rendre leur exercice au bout de 10 minutes alors que vous leur en avez donné 30, il est possible, et en tout cas, il est recommandé plutôt de rapidement regarder ce qu'a fait l'élève et de lui redonner sa copie en lui disant « Tiens, vas-y, relis bien ce que tu as fait » et quand l'enfant va se relire, il va se rendre compte, en fait, il n'a pas lu toute la question, et donc en relisant, il va se rendre compte qu'il y a une partie qui manque, soit il va se rendre compte de petites erreurs d'inattention qu'il est tout à fait capable de corriger par lui-même. Donc là, vous ne l'avez pas aidé, vous ne lui avez pas dit, regarde, là tu as une erreur et là c'est faux et corrige-toi, vous avez juste enclenché, réenclenché ce frein cognitif, ou en tout cas vous l'avez limité en lui disant relis ta copie et vérifie bien qu'il n'y a pas d'erreur d'inattention ou de précipitation. Il va peut-être pas toutes les retrouver, mais en tout cas sur peut-être 10 erreurs d'inattention ou de précipitation, s'il en retrouve déjà 4 ou 5, c'est déjà un bon début, j'ai envie de dire. Autre chose qu'on entend souvent, c'est sur les élèves, c'est des remarques de type « il oublie tout ». Et là, on va passer à une fonction qui est essentielle également, qui est celle de la mémoire de travail. Donc pour comprendre, rappelons rapidement que dans les systèmes de mémoire, on a 2 types de systèmes de mémoire. On a la mémoire à long terme, donc comme son nom l'indique, c'est ce qui nous permet de stocker sur le long terme nos connaissances, nos souvenirs, nos expériences. Et puis on va avoir la mémoire à court terme qui, comme son nom l'indique, c'est une mémoire de quelques secondes qui nous permet de retenir une information quelques secondes et ensuite de pouvoir l'effacer. C'est une information dont on n'a plus besoin et on va l'effacer, la supprimer de notre cerveau. Dans la mémoire à court terme, on a ce qu'on appelle la mémoire de travail qui, si on veut être tout à fait précis et entrer dans les cours de neuropsychologie, si on veut en tout cas dans les modèles de neuropsychologie, la mémoire de travail ne fait pas réellement partie de la mémoire. On est plutôt sur une fonction exécutive. Mais je ne vais pas encore une fois rentrer dans le détail, je vais rester assez global et de dire que la mémoire de travail, c'est une mémoire à court terme, c'est un petit espace mental qui vous permet de retenir une information, le temps de faire une tâche. Une fois que la tâche est faite, on efface cette information-là. Et on va regarder ça ensemble. Donc, par exemple, la mémoire de travail, c'est aussi une fonction qui est extrêmement sollicitée en classe, puisqu'elle va vous permettre de suivre elle va permettre aux élèves, et vous aussi en tant d'ailleurs qu'adulte, elle va vous permettre de suivre une consigne. Pour pouvoir écouter et retenir les étapes successives d'une consigne que l'enseignant va donner. Elle va vous permettre aussi de copier, elle permet aux élèves de copier une phrase, c'est-à-dire de garder en tête
Parce que quand vous allez demander à un élève de copier une phrase, ou de copier du tableau, il doit garder en tête ce qui reste à écrire, tout en continuant à écrire ce qu'il est déjà en train d'écrire. Pour comprendre une phrase complexe, il faut intégrer les différentes parties d'une phrase longue pour en saisir le sens global. Parce que vous devez, là je suis en train de vous parler, vous devez garder en mémoire les mots que je vous dis, les uns après les autres, pour pouvoir à la fin comprendre et donner du sens à la phrase que je vous donne ou à la phrase que vous allez énoncer aux étudiants. Et l'exemple, je dirais, le plus parlant, c'est le calcul mental. Le calcul mental sollicite à 1000% la mémoire de travail, puisque pour faire un calcul mental, vous devez retenir l'opération, donc les calculs, vous devez en même temps réaliser le calcul tout en gardant donc l'opération en tête, et ensuite vous devez vous assurer que le calcul que vous avez fait est le bon par rapport à l'opération initiale, tout ça sans écrire. Donc vous devez garder l'information en tête tout en l'utilisant. Quand vous faites la monnaie, vous donnez de l'argent quand vous achetez quelque chose, vous donnez la monnaie, vous vérifiez que ce qu'il vous a rendu comme monnaie, c'est bien le montant qu'il faut, donc vous faites appel à votre mémoire de travail. Donc quand vous avez un enfant à qui vous allez donner plusieurs tâches en même temps, vous avez un enfant, voilà, vous lui dites, prenez la feuille, vos élèves, prenez la feuille, écrivez la date, soulignez le titre, et commencez l'exercice 3. Vous avez peut-être une partie de ces élèves qui vont faire 2 tâches que vous leur avez demandées et qui vont peut-être en oublier 2 autres ou une autre. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas voulu le faire ou qu'ils n'ont pas la volonté de le faire, mais c'est qu'ils ont certainement perdu une information en cours de route. Pourquoi ? Parce que la mémoire de travail est une mémoire limitée. C'est une mémoire qui a des capacités limitées. Autant la mémoire à long terme, on peut stocker autant de choses que l'on veut, il n'y a pas de limite à cette mémoire à long terme, mais la mémoire de travail, qui est donc une mémoire courte, est une mémoire avec des capacités limitées. Pour les enfants peuvent retenir 3 à 4 éléments maximum. Chez les adultes, c'est un petit peu plus, mais elle reste limitée. Et chez les adultes, c'est 7 plus ou moins 2 éléments à retenir. Si là, par exemple, je vous demande quel était le mot que je vous ai dit il y a 30 secondes, ou les mots que je vous ai dit il y a 30 secondes, vous n'allez pas être capable de les dire parce qu'on dépasse le nombre d'éléments qu'une mémoire de travail est potentiellement capable de retenir. Alors, je ne parle pas des génies qui peuvent, eux, en retenir beaucoup plus, mais l'être humain lambda, l'adulte lambda, c'est 7 plus ou moins 2. Et donc, du coup, lorsque l'on donne plusieurs tâches en même temps successives à l'élève, il y a de fortes chances, même avec toute la bonne volonté, que cet élève en oublie quelques-unes. Et ce qui va venir ajouter une difficulté supplémentaire et surtout limiter encore plus cette mémoire de travail, c'est le stress. Il y a des études qui ont clairement montré que le stress va venir diminuer d'à peu près 30% les capacités en mémoire de travail. Et donc du coup, le stress ne touche pas seulement les émotions, mais il va venir également limiter les ressources cognitives de l'élève. Et donc, un élève qui est stressé n'est pas seulement fragile sur le plan émotionnel, mais il est cognitivement diminué. Et donc, moins disponible pour apprendre. Et donc, lorsque, comme je vous le disais, lorsque vous allez demander plusieurs choses en même temps, c'est pas que l'enfant ne veut pas, c'est pas que l'enfant ne veut pas, c'est qu'il est en surcharge cognitive. C'est que vous avez dépassé cette capacité d'attention malgré toute la bonne volonté, que ce soit la vôtre ou la sienne. C'est un enfant, c'est 3 à 4 éléments, pas plus. Et donc, au-delà de ces 3 à 4 éléments, l'enfant ne sera pas en capacité de faire ce que vous allez lui demander. Alors, là aussi, donc, quelques petites recommandations. Ne pas confondre oubli, ça je l'ai dit, ne pas confondre oubli et manque de volonté. Un élève peut oublier simplement parce que la consigne dépasse ses capacités en mémoire de travail. L'idéal, c'est de simplifier les consignes, ne pas les simplifier dans leur formulation, mais plutôt
les simplifier dans leur ordre de succession, c'est-à-dire d'essayer de donner, au lieu de donner plusieurs consignes à la fois, de les découper et d'en donner une, deux. Une fois que l'élève a fait cette tâche-là, ces tâches-là, de passer à d'autres consignes. Et puis là aussi, comme on l'a vu, c'est d'essayer de réduire au maximum l'impact du stress pour préserver la disponibilité cognitive des élèves. Ça, c'est extrêmement important parce que les capacités peuvent être là. L'enfant a toutes les capacités pour y arriver, mais s'il y a un stress, s'il y a une anxiété chez l'élève du fait d'un certain nombre de choses, ben, il ne va pas être en capacité, ne va pas être en mesure d'aller utiliser les ressources qu'il a, parce que ce stress-là va venir prendre la place, va venir prendre des ressources au détriment des ressources cognitives que l'élève aurait pu utiliser pour la tâche qu'on lui a demandé de faire. Alors, là, je vais venir à un sujet qui ne fait pas réellement partie de la thématique d'aujourd'hui, mais qui est quand même mon cheval de bataille, moi, en tant que neuropsychologue auprès des parents. Et je pense, vous aussi, en tant qu'enseignant, c'est le sommeil. Le sommeil, je ne sais pas pour vous, mais moi, je le remarque en tout cas dans ma pratique et en cabinet, c'est des enfants qui dorment de plus en plus tard. Alors, je vais parler des adolescents en particulier. Les adolescents ont tendance, dans leur rythme biologique, c'est-à-dire que l'adolescence en elle-même s'accompagne de modifications biologiques du rythme veille-sommeil. C'est-à-dire que ça fait partie du développement normal de la biologie chez les adolescents. Sauf que le souci, donc on a les élèves qui naturellement vont décaler leur heure de coucher d'1 à 2 heures. Le souci, c'est que l'école, elle, ne décale pas l'heure d'entrée en classe le matin, ce qui fait qu'on a systématiquement des élèves qui sont en dette de sommeil. Alors, moi, j'ai mis ici 60% des adolescents sont en dette de sommeil. C'est des chiffres européens, hein. Je n'ai pas malheureusement les chiffres marocains, mais je ne serais pas étonnée que ce soit à peu près les mêmes chiffres ici au Maroc, ou peut-être même plus, hein, je vois une enseignante qui me le dit, où on a des élèves, des étudiants, alors beaucoup plus chez les adolescents, mais quand même également chez les jeunes élèves d'âge primaire, où on a des élèves qui s'endorment de plus en plus tard et qui se réveillent peut-être parfois même de plus en plus tôt, parce qu'il y a aussi les trajets scolaires où moi des fois j'ai des patients qui vont dormir à minuit, 1h du matin pour les adolescents et se réveiller à 6h, 6h30 parce que l'école est très loin. Donc, en sachant que pour des enfants de 6 à 12 ans, on est sur un besoin de sommeil entre 9 à 11 heures de sommeil par nuit, et que chez les adolescents, un peu plus grands, on est sur 8 à 10 heures par nuit. Moi, dans ma pratique, je le constate quotidiennement, on en est très loin de ces recommandations. Et le problème, c'est que le manque de sommeil, que ce soit chez les élèves ou chez les adultes, a un impact direct sur leur capacité à se concentrer, sur leur capacité à suivre en classe et sur leur capacité à réguler leurs émotions. Donc on va avoir déjà des élèves plus facilement irritables, des élèves qui, dès le matin, vont avoir du mal à suivre. Moi, certains adolescents que j'ai depuis longtemps suivis, moi, des fois, je les appelle les zombies, hein, le matin, parce que vraiment, le matin, quand ils viennent me voir, des fois à 8h30 ou 9h, ben, on met du temps avant qu'ils ne se réveillent. Donc, je les appelle gentiment les zombies. Mais c'est réellement le cas. Et donc, j'imagine bien qu'à l'école, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'enseignants qui me le disent, hein, qui me disent, moi, le matin, je sais très bien qui a bien dormi, qui n'a pas bien dormi, qui est en forme, qui n'est pas en forme, qui a regardé les écrans le matin au petit-déj, qui ne l'a pas regardé. Et donc, ça va avoir un impact très important sur les apprentissages, déjà par rapport à leur capacité de concentration, mais également par rapport à leur capacité de mémorisation. Parce que s'il y a aussi une information qui est essentielle à connaître, c'est que le cerveau apprend la nuit. En fait, tout ce que l'on apprend dans la journée, le soir,
tout est retravaillé, tout est renforcé, toutes les connexions neuronales qui ont été créées dans la journée, en fait, le soir, quand on dort, et quand on dort bien et suffisamment, on va avoir, en fait, les connexions qui se renforcent. Imaginez-vous, vous avez un trajet que vous faites tous les matins de votre domicile à votre travail. À force de faire des allers-retours, c'est un trajet qui va être ancré, que vous allez mémoriser et qui va devenir limite automatique. C'est un petit peu la même chose pour les apprentissages. Ce qui est vu la journée, en fait, le soir, on a on appelle ça l'engrammage. Ça s'engramme dans le cerveau, ça s'enregistre et ça se consolide. Et donc, du coup, pendant le sommeil, les apprentissages sont consolidés, les connexions se renforcent et les informations se stabilisent. Donc, quand un enfant dort mal, au-delà de mal dormir, les apprentissages qu'il a vus au cours de la journée ne sont pas stabilisés et on a petit à petit ce qu'on appelle aussi une perte d'information. Et donc, du coup, on peut avoir des élèves en difficulté scolaire ou en tout cas qui ont du mal à mémoriser, pas parce qu'ils n'ont pas les capacités, pas parce qu'ils ont un retard intellectuel, pas parce qu'ils ont un trouble, mais parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'heures de sommeil, que ce soit en quantité ou en qualité. Et donc, un enfant qui dort mal n'est pas seulement fatigué, mais il va moins bien apprendre. Donc, avant de parler de troubles, j'ai encore un peu de temps. Donc, avant de parler de troubles ou de difficultés, il est quand même important de s'interroger ou de questionner, en tout cas, le sommeil, le rythme de vie, parce que aussi, les enfants, personnellement, je trouve qu'ils ont des rythmes de vie assez intenses, assez soutenus. Donc, inévitablement, de regarder aussi au niveau de la fatigue, de regarder leur temps d'exposition aux écrans. Et je ne vais pas me lancer sur ce sujet parce qu'il me faudrait encore 1 heure pour parler de ça. Également, vérifier quand même la vision, parce qu'on a aussi beaucoup d'élèves qui peuvent présenter des difficultés scolaires parce qu'ils ne voient pas bien, parce qu'ils ont besoin de lunettes et qu'ils ne le savent pas. Et puis, bien évidemment, quand même, je vous ai mis rapidement les choses sur lesquelles il faut s'interroger, sur le contexte peut-être émotionnel, avant de venir parler de troubles. Alors, justement, très important, c'est de faire un petit peu la distinction entre difficultés scolaires et ce que l'on appelle les troubles du neurodéveloppementaux, qu'on va rapidement évoquer pour le peu de temps qui reste. Donc, les difficultés, dans le contexte scolaire, c'est des difficultés qui peuvent être transitoires et qui sont souvent, en fait, développementales. C'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants qui sont en difficulté scolaire parce que leur cerveau est encore en développement. Typiquement, par exemple, quand on a des élèves dans une même classe, il y en a ceux qui sont nés au mois de janvier et ceux qui sont nés au mois de décembre, novembre, on peut avoir une différence assez importante dans leur capacité à comprendre ce qu'on leur demande, à gérer leurs émotions, à utiliser leurs capacités cognitives. Et donc, du coup, certaines difficultés sont réellement liées au développement de leur cerveau. Et même si on a bien sûr des normes de développement, chaque enfant est différent et chaque enfant peut se développer de manière typique, mais pas forcément au même moment. Certains vont développer des compétences plus vite que d'autres, tandis que d'autres enfants vont développer d'autres compétences. Les difficultés sont généralement sensibles à l'aide pédagogique et puis elles ne traduisent pas nécessairement, et voire en tout cas rarement, un trouble. Quand on parle de troubles, ce sont des troubles qui sont durables, qui sont beaucoup plus marqués et beaucoup plus envahissants. Et c'est là et qui vont avoir un retentissement important sur les apprentissages. Et c'est là où on va aller chercher peut-être la possibilité d'un trouble du neurodéveloppement et donc de solliciter l'aide de professionnels comme des pédopsychiatres, des neuropsychologues, des orthophonistes ou autres, qui vont venir, eux, faire leur évaluation, une évaluation spécialisée, et de comprendre qu'est-ce qui fait que cet enfant-là, malgré toute l'aide apportée, que ce soit l'aide des enseignants, que ce soit l'aide éventuellement des parents, qu'il perdure dans ces difficultés, parce qu'encore une fois, un enfant ne fait jamais exprès, ou en tout cas, il ne fait rarement pas exprès de se tromper. S'il se trompe ou s'il n'y arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose qui l'en empêche.
Et c'est à nous, généralement professionnels, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui empêche cet enfant de lire, qu'est-ce qui empêche cet enfant de se concentrer, qu'est-ce qui empêche cet enfant d'arriver à réussir une opération mathématique. Quand dans certains cas, les difficultés donc dans certains cas, les difficultés vont relever d'un trouble du développement normal et dans d'autres, elles peuvent être liées à des troubles du neurodéveloppement. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, parce que là aussi, ça nous prendrait beaucoup de temps, mais je vais en citer 2, 3 qui, pour moi, sont quand même importants parce que très fréquents et qu'on va rapidement voir. Le premier, je pense qu'il est assez connu parce qu'il est très à la mode en ce moment et qu'on en parle beaucoup, à juste titre et parfois peut-être pas, c'est le TDAH. Donc, le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Quand on parle de TDAH, de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce n'est ni lié à l'éducation, ni lié à un manque de stimulation, ni lié, ni lié à la discipline. Voilà. C'est un trouble qui est lié à un développement atypique du cerveau, qui ne dépend ni des parents, ni de l'enfant lui-même, et encore moins de vous, enseignants. Donc, c'est un trouble qui est avant tout un trouble de la régulation. C'est des enfants qui ont du mal à réguler leur niveau d'attention. C'est des enfants qui ont des difficultés à réguler leur niveau d'agitation. Et donc, ce qu'on va retrouver généralement comme symptômes, c'est inattention, impulsivité et agitation motrice. Ce qui est aussi donc le TDAH, c'est un diagnostic qui est médical. C'est un diagnostic qui doit être posé par un médecin, donc généralement un pédopsychiatre ou un neuropédiatre, en collaboration avec d'autres professionnels comme des neuropsychologues, des orthophonistes, parce que ça nécessite de faire une évaluation pluridisciplinaire avant de pouvoir poser ce diagnostic. On est sur une prévalence à peu près de 5% des enfants d'âge scolaire. Donc, c'est à peu près 1 ou 2 élèves par classe, ce qui n'est absolument pas négligeable, en sachant qu'il y a d'autres troubles du neurodéveloppement, donc ils vont venir se rajouter à ces 2 élèves par classe. Et donc, on peut se retrouver des fois sur une classe de 25 à 30 élèves, à avoir peut-être, je dirais, 7, 8 élèves, parfois un petit peu plus, avec des troubles du neurodéveloppement, ce qui n'est pas toujours évident, j'imagine bien, pour les enseignants. Et un dernier point qui pour moi aussi me paraît essentiel, c'est qu'il faut faire très attention de ne pas confondre trouble de l'attention et TDAH. Ce n'est pas parce qu'un élève a un trouble de l'attention qu'il a forcément un TDAH. Le trouble de l'attention, c'est un symptôme qu'on peut retrouver dans différentes pathologies. Dans des pathologies, bien sûr, neurodéveloppementales, dans des pathologies psychiatriques, dans, par exemple, l'anxiété, la dépression, des pathologies psychiatriques plus graves comme la schizophrénie, et également dans des pathologies neurologiques ou génétiques. Et donc, il faut faire attention oui, il y a un trouble de l'attention, mais il faut essayer d'aller chercher un petit peu plus loin, et c'est là où les spécialistes vont entrer en jeu et d'essayer de comprendre pourquoi cet enfant a un trouble de l'attention, il s'inscrit dans quel cadre, dans quelle nosologie, dans quelle pathologie, et donc à ce moment-là de pouvoir proposer le suivi adapté. On a un autre trouble du neurodéveloppement qui est celui des troubles, ce qu'on appelait auparavant les troubles 10, mais qu'aujourd'hui on appelle donc les troubles des apprentissages, parce que on aime bien changer tous les 10 ans les noms. Et les troubles 10, on va les répertorier, enfin il y en a 4. C'est des troubles qui vont concerner la lecture, qui vont concerner l'orthographe, qui vont concerner l'écriture et le calcul. Donc on a la dyslexie, qui est d'une difficulté à déchiffrer les mots et à comprendre les textes écrits. On a la dysorthographie, qui est une difficulté à mémoriser les règles de grammaire qui s'appliquent aux mots et donc à mémoriser leur orthographe. On a la dysgraphie, qui est le trouble du graphisme de l'écriture, qui va se manifester par une lenteur pour écrire et par une écriture souvent illisible. Et puis on a la dyscalculie, qui est une difficulté avec les nombres et les opérations mathématiques, si on doit résumer ça. Et donc, l'enfant peut tout à fait comprendre ce que vous allez lui dire, mais il va avoir du mal à comprendre dans le format que vous allez lui proposer.
Et ça, par exemple, chez les enfants dyslexiques, moi j'ai souvent cette plainte des parents où ils vont dire il a du mal à lire, il ne comprend pas ce qu'il doit faire quand il lit, mais dès que moi, maman ou papa, je vais lui lire la consigne, ben, tout se passe très bien. Parce que le problème, c'est pas que cet enfant ne comprend pas. Alors, il peut ne pas comprendre des fois, hein, bien évidemment, mais c'est pas qu'il ne comprend pas, c'est que le format dans lequel on lui a demandé de comprendre ne lui permet pas d'accéder à ses connaissances. Et que si on lui lit la consigne, il va en général être tout à fait capable de répondre à la question, mais c'est le format qui est celui de la lecture qui l'empêche d'accéder aux connaissances. Et quand on a une dyslexie, ce qui est quand même un trouble assez fréquent, ce sont des enfants qui ont beaucoup de difficultés à l'école puisqu'on leur demande de lire toute la journée, que ce soit en français, en maths, en histoire, en SVT, et ils se retrouvent donc en difficulté dans toutes les matières, pas parce qu'ils sont nuls ou bêtes, comme ce qu'ils peuvent souvent dire à propos d'eux-mêmes, mais parce que le format dans lequel on leur demande n'est pas adapté à leur trouble. Et ça, c'est un point, par contre, sur lequel je vais vraiment insister, c'est ce qu'on appelle la situation de double tâche. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, le cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps. Pour qu'un cerveau puisse faire deux choses en même temps, il faut obligatoirement qu'une des deux tâches soit automatisée pour pouvoir libérer des ressources, pour pouvoir faire la tâche qui n'est pas automatisée. Moi, je donne toujours l'exemple aux parents de la conduite. Quand on apprend à conduire, au tout début, on est concentré sur la conduite, on ne peut rien faire d'autre. On est sur notre guidon, on regarde à droite et à gauche pour essayer de ne tuer personne, mais on ne peut pas parler à quelqu'un à côté de nous, on ne peut pas écouter une émission à la radio, parce que 100% de nos capacités cérébrales sont sur la conduite qui n'est pas encore automatisée. Petit à petit, plus on va s'entraîner, plus cette conduite va devenir automatique, et va commencer petit à petit à libérer des ressources. Donc au début, on est à 100% sur la conduite, ensuite on passe à 70%, ensuite bon, ça c'est mes chiffres, hein, c'est pas des chiffres officiels, on passe à 60%, 50%, et donc petit à petit, on devient capable de faire autre chose en même temps, donc d'écouter une émission à la radio et de répondre à quelqu'un qui est à côté de nous. Ben, imaginez-vous que ces enfants, et je reprends juste l'exemple de la dyslexie qui est le plus parlant, c'est comme si on leur demandait dès le début de conduire en leur demandant en même temps d'écouter une émission de géopolitique à la radio et de répondre aux questions. Ils n'en sont pas capables parce que la lecture au départ, elle n'est pas encore automatisée et encore plus chez un enfant dyslexique où l'automatisme se fait beaucoup plus tard qu'un autre élève. Donc ils sont constamment en situation de double tâche qui leur demande de faire deux choses qui leur demandent beaucoup d'efforts. Donc soit ils vont réussir à faire les deux tâches mais de la mauvaise manière, ou en tout cas pas correctement, soit ils vont en privilégier une au détriment de l'autre. Et donc ça, c'est quelque chose dont il faut réellement tenir compte. Par exemple, dans la dysgraphie, quand on a un élève qui a un trouble de l'écriture et donc l'écriture n'est pas encore complètement automatisée, on va peut-être leur éviter au tout début de devoir écrire en même temps que le prof explique une leçon. Le but, c'est que l'élève comprenne la leçon et non pas peut-être qu'il l'écrive, et donc de l'autoriser en classe à écouter et de lui fournir par la suite des polycopiés, des photocopies peut-être des cahiers des camarades pour que son attention soit sur le cours et non pas sur la charge, sur l'acte d'écrire. Et je passe à un dernier point. Alors, l'anxiété, bon, ce n'est pas réellement un trouble neurodéveloppemental, hein. Il ne rentre pas dans cette catégorie-là, mais elle peut également significativement altérer le fonctionnement cognitif d'un élève parce qu'elle va masquer ses véritables capacités. C'est comme un peu si l'anxiété venait brouiller le tableau, et donc on va avoir une altération de l'attention, puisque l'attention va venir, puisque les préoccupations anxieuses de l'enfant vont venir l'empêcher de se concentrer sur ce que vous, enseignants, vous êtes en train de dire, sur la mémoire, puisque on a bien vu que le stress impactait la mémoire,
sur, du coup, sa disponibilité mentale parce qu'il est préoccupé par ses pensées anxieuses ou par les problématiques qui l'inquiètent, au lieu d'être disponible sur ce que vous êtes en train de lui expliquer, et donc forcément avoir un impact sur la performance. Pour finir, et je vais aller très rapidement, le rôle ici de l'enseignant, alors on ne vous demande évidemment pas de poser un diagnostic, hein, ce n'est pas votre rôle, mais plutôt d'essayer de nous aider, nous en tant que professionnels, à avoir le maximum d'éléments. Parce que nous, quand on reçoit les élèves et donc nos patients en cabinet, on les voit un temps limité. On ne les voit pas toute la journée pendant l'année. Et donc, on va observer des choses, mais ce que vous observez tout au long de l'année va être extrêmement précieux pour nous, puisque vous allez observer et repérer peut-être les comportements récurrents. Parce que le but, c'est pas juste de se dire « Ah, une fois, il n'a pas été attentif, donc on a un trouble de l'attention », mais vraiment de repérer les comportements récurrents, d'identifier peut-être déjà quelques signes caractéristiques. Et c'est là aussi où la formation des enseignants peut être importante, ne serait-ce que voilà, de repérer et de comprendre ce que c'est que le TDAH, la dyslexie, la dyspraxie ou d'autres choses, pour peut-être déjà repérer quelques signes. Et puis surtout, de transmettre ces informations à la fois aux familles, et puis bien sûr aux professionnels qui vont être amenés à recevoir ces élèves en cabinet pour pouvoir explorer de manière plus approfondie ces compétences. Et bien évidemment, donc la collaboration école, famille, professionnelle, elle est centrale. Elle n'est pas toujours évidente, parce que ce n'est pas toujours évident de contacter toutes ces personnes-là, mais d'essayer au maximum, voilà, de sensibiliser et de favoriser cette collaboration. Voilà. Donc pour conclure, j'aimerais terminer sur une idée simple, c'est que le cerveau de l'enfant n'est pas un cerveau d'un adulte en miniature. C'est un cerveau qui est encore en train de se développer, et que la progression d'ailleurs n'est pas toujours linéaire. C'est pas, voilà, il peut y avoir des plateaux jusqu'au jour où il y a un développement qui se fait vraiment d'un jour à l'autre, et que ce qui peut vraiment, je dirais, ce qui pourrait peut-être changer les choses, que ce soit pour vous enseignants, mais également nous en tant que professionnels, c'est au lieu de se poser la question de pourquoi il ne veut pas, mais c'est plutôt vraiment de se demander quelles fonctions cognitives sont encore en train de se construire, et qu'est-ce que nous, on peut faire pour adapter cet enseignement, ou qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que professionnels pour adapter nos exigences par rapport à ce cerveau qui est encore en développement. Je ne pense pas qu'il y ait un temps pour les questions, mais en tout cas, je vous ai laissé mon mail et mon numéro de téléphone. Notamment, n'hésitez pas, pour ceux qui souhaitent avoir la présentation et le support, je peux vous l'envoyer. Et puis, si vous avez des questions, ben, on peut se voir plus tard ou par mail, par téléphone. Je laisse mon camarade poursuivre.